Nous accueillons Sorna Fall, qui est anthropologue, victimologue, thérapeute familiale et vice-présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, ainsi que Maude Jupin, ancienne victime de violences intrafamiliales, femme et mère épanouie, assistante de service social, responsable de service en AEMO au Démos de Brest. Sorna Fall et Maude Jupin nous invitent à les suivre dans les dédales des mécanismes du silence, des violences intrafamiliales. Entre expériences sensibles et connaissances cliniques, elles dialoguent pour mettre en lumière les conditions nécessaires au dépassement de ces violences intrafamiliales. C'est à vous. Bonjour à tous, merci. Juste en introduction, je voulais revenir sur le titre de notre propos qui est l'émergence de la parole, les conditions d'une écoute. Et je voulais juste suggérer qu'on inverse aussi cette proposition, l'émergence de l'écoute, les conditions de la parole. Bonjour. Il était une fois un juge pour enfants qui demande à une petite fille de 6 ans si son beau-père est méchant avec elle. Aujourd'hui, cette petite fille comprend pourquoi elle n'a pas dit, pourquoi elle n'a pas prononcé ce « oui » qui pourtant lui aurait permis, ainsi qu'à sa famille, de mettre un terme aux violences qu'il subissait. Cet inconnu lui demandait à elle, une enfant de 6 ans, de prendre la responsabilité de dire, de nommer, de juger sa famille, méchante, gentille. Dans sa petite tête, des questions en profusion. Si sa famille était méchante, alors ne l'était-elle, elle aussi? Et à 6 ans, que sait-on de ce qui est bien, de ce qui est mal, si ce n'est ce que les parents nous en ont dit? Mais du haut de ses 6 ans, cette petite fille avait déjà conscience des risques que cette parole pouvait avoir pour elle, pour sa famille. Si elle disait oui, qu'adviendrait-il d'elle, de ses frères et sœurs, de sa mère? Alors elle a dit non. Et personne ne lui a plus jamais posé la question. En fait, enfant, on apprend à parler dans sa famille, on apprend tout autant à se taire, on apprend le nom des choses et on apprend les choses qui n'ont pas de nom. Et puis on apprend ce qui est dicible et on apprend ce qui est indicible. Les enfants victimes ont toujours plus de raisons de se taire que de parler. Pourtant, je peux vous l'assurer, ils parlent toujours. 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 Ils ont plus de raisons de se taire que de parler, parce que déjà, Maude l'a évoqué. Il y a tout simplement la loyauté à leurs parents aimés. Il y a la peur des conséquences pour la famille. Il y a la peur des conséquences pour eux-mêmes. Il y a la peur des réactions, non-réactions du confident. À l'examen, toutes ces peurs, pour moi, en fait, n'appartiennent pas en propre à l'enfant. C'est toujours l'agresseur ou éventuellement le système familial tout autour, voire le système social tout autour, qui ont fabriqué ces peurs. Et je vais détailler un petit peu la façon dont ces peurs sont fabriquées. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait peut-être inverser et parler de l'émergence de l'écoute plutôt que de l'émergence de la parole et des conditions de la parole. Si nous n'avons pas en tête tout ce qui fait qu'un enfant va se taire, on ne va pas interagir avec lui d'une telle manière qu'il y aura une place pour sa parole. Les agresseurs, en général, enfin pas en général,
systématiquement, parce que si vous pensez à toutes les situations que vous avez rencontrées, celles que vous avez connues, comme le disait Arnaud tout à l'heure, moi j'ai pour théorie que pour un jeune humain, pour un être humain plutôt, c'est extrêmement difficile, voire impossible d'arriver à la maturité sans avoir jamais au moins une fois rencontré ce que j'appelle l'effroi, c'est-à-dire être confronté à un rapport de domination, à une situation terrorisante, à l'expérience de son impuissance par rapport au dominant. Donc, les agresseurs, ils font toujours la même chose. C'est d'une banalité à pleurer, pour toutes les raisons qu'on peut se représenter. Donc, bien sûr, ils utilisent la menace. Si tu parles, ta mère en mourra, j'irai en prison et vous n'aurez plus de maison. Je vais te tuer, te frapper. Ou bien la menace qui convoque le corps social, personne ne te croira, on dira que tu es méchante, dire ça de ta famille, etc. Il y a bien sûr la culpabilisation, ça c'est vraiment le nec plus ultra des agresseurs, c'est toi qui l'as voulu, c'est ta faute. Parler, du coup, devient aussi se dénoncer. Maud parlait de la question d'être aussi méchante que sa famille, si elle désignait sa famille comme méchante. Et c'est se dénoncer peut-être dans un monde qui n'a pas nécessairement fait la preuve de sa bienveillance. Est-ce que le contexte qui attend la parole de l'enfant est bienveillant ? Est-ce que le contexte envoie des messages que l'enfant sera parfaitement bien reçu, quoi qu'il dise ? La compassion, autre arme très très efficace des auteurs de violence. L'auteur met en avant sa souffrance qui serait à l'origine de la violence. Sa souffrance, elle justifie les violences. Et ça, si vous y faites attention, c'est une autre arme absolue, c'est l'inversion de culpabilité. C'est-à-dire celui qui a mal agi, celui qui doit se poser des questions, ou celle, plutôt, souvent, c'est la victime, c'est pas l'auteur. L'auteur, il est à plaindre. L'auteur, il est malheureux. L'auteur, il a besoin de compréhension, il a besoin de soutien, il a besoin d'amour. Il y a une autre compassion qui gêne la parole de l'enfant, c'est la compassion pour les autres membres de la famille. Et dans mon travail clinique, je me suis souvent rendu compte que des, entre guillemets, trop bons parents, alors c'est vraiment avec d'énormes guillemets, des parents aimants, des parents protecteurs, des parents très attentifs, parfois sont ceux à qui les enfants ne parlent pas parce qu'ils ont trop peur de leur faire du mal. Ils sont, comme le parent est aimant, ils savent qu'ils lui feront de la peine s'il parle de ces choses-là. Et donc, ils ne lui parlent pas. Il y a la tendresse aussi, la tendresse sur laquelle nous avait attiré Sándor Ferenczi en 1932. Le titre de son article en lui-même doit nous plonger dans des réflexions fécondes. Ce fameux article « Confusion de langue entre les adultes et l'enfant, le langage de la tendresse et celui de la passion ». Quand il s'agit en particulier de violences sexuelles, pour l'enfant, le contact physique, il est associé à l'affection. Il est associé à la tendresse. Et c'est très compliqué, c'est impossible pour l'enfant de différencier la tendresse de la violence dans ses contacts. Donc, de différencier l'affection de la violence. Comment dénoncer, entre guillemets, de la tendresse ? La corruption, il ne faut pas oublier la corruption. Tu cèdes, je te récompense. Tu défends le système maltraitant, je te récompense. Et ça peut être en amont des violences, pendant les violences, après les violences. Et ça peut concerner aussi bien les violences sexuelles que les autres violences, en récompensant la loyauté. Au fond, c'est une logique de clan mafieux qui s'exerce dans ces cas-là dans la famille. L'endoctrinement,
C'était très très à la mode dans les années 70, ça revient. C'est tout un discours pseudo-culturalo-intellectuel qui justifie les comportements violents des auteurs, que ce soit de nouveau des violences sexuelles, psychologiques et même éventuellement physiques. Il y a aussi des théories qui peuvent justifier les violences physiques. Et il y en a un qui est très à la mode aussi, c'est la Libye culturelle. On fait ça comme ça chez nous. Alors, ce n'est pas que exotique. Il y a plein de familles françaises où, ça existe encore, pendant très longtemps, où le martinet trônait comme un espèce de vestige ou trophée de l'histoire familiale. Je crois que les enfants d'Émile Louis recevaient des martinets à Noël. Les autres ne sont pas comme nous, ils ne peuvent pas comprendre. Ça marche bien aussi, ça, dans l'endoctrinement, ce que j'appelle l'endoctrinement. La honte, bien sûr, la honte. Et c'est là où déjà on voit pointer toute la question du système socio-culturel qui entoure la famille et l'enfant. Être maltraité, ça signifie sans doute qu'on est mauvais, soi-même. Les parents qui sont censés être bons, s'ils sont mauvais avec nous, c'est que nous sommes mauvais, pense l'enfant. Et si tout autour, personne n'a rien à dire, c'est probablement qu'ils ont raison. Si personne ne voit rien, c'est probablement qu'ils ont raison. Et puis, quand je disais que c'est là qu'on voit poindre les positions socioculturelles, le français a le malheur d'avoir des formules comme se faire battre, se faire violer, se faire, etc., etc. Comme si dans notre langue même, il y avait déjà des processus pour escamoter l'agresseur et concentrer les regards sur la victime et désigner la victime comme problématique. L'illusion, beaucoup d'agresseurs sont des illusionnistes qui mettent en scène des scénarios fallacieux. Et une des illusions qui se développe chez l'enfant, c'est de protéger les autres. Oui, bien sûr, protéger éventuellement le gentil parent, se protéger d'une plus grande violence, et puis protéger les frères et sœurs. Et les agresseurs, en particulier sexuels, ne manquent pas d'utiliser ce ressort-là, en disant que s'ils agressent cet enfant-là, c'est éventuellement parce qu'ils sont malheureux dans le couple et que, voilà, donc l'enfant sacrifié va subir et se taire pour protéger la mère, mais ça peut être aussi, très souvent, pour protéger le reste de la fratrie qui laisse entendre l'agresseur pour être victime si l'enfant ne se soumettait pas et éventuellement essaie de sortir de cette situation. Évidemment, il ment. Évidemment. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de révélations quand il y a d'autres enfants qui sont à leur tour agressés. Les esprits qui pensent que la complication est toujours bonne à défaut de la complexité de pensée, renvoient parfois cruellement aux enfants que les enfants auraient dénoncé à ce moment-là par jalousie. C'est très très violent et dangereux. Et puis de manière générale, bien sûr, il y a le statut de l'enfant dans la société. Dans nos sociétés, dans la plupart de nos sociétés, la parole de l'enfant est considérée comme de moindre valeur par rapport à la parole de l'adulte, mais parfois de façon tellement étonnante. J'ai envie de citer là un conseiller juridique de M. Chirac, que je ne connais plus son nom, qui était intervenu dans un colloque organisé par le ministère de l'Intérieur dans les années 2000. À l'époque, je faisais de la formation pour la police. Et c'était un peu après Outreau. Et dans l'ouverture,
C'était un colloque du ministère de l'Intérieur de rencontres avec les associations de victimes. Et en ouverture, il y a eu donc voilà, des discours d'ouverture et puis des échanges avec la salle. Et il y a une personne qui a dit, mais étant donné le fiasco d'Outreau, est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir à la place de la parole des enfants dans les procédures ? Le conseiller juridique de M. Chirac, que je regrette vraiment dont je regrette d'avoir oublié le nom, a répondu, écoutez, parce que oui, la personne avait dit exactement, vu comme les enfants mentent, le conseiller de M. Chirac a répondu, écoutez, les adultes ont toujours menti dans les procédures pénales et on n'a jamais pensé à se passer de la parole des adultes dans les procédures pénales. Dans nos sociétés, par principe, la parole de l'enfant a moins de valeur que la parole de l'adulte. Même sur des choses complètement sans grands enjeux, où il n'y a aucune raison de ne pas croire un enfant. Mais très souvent, quand un enfant dit quelque chose, on part du principe que c'est n'importe quoi, ou que ça n'a pas beaucoup de valeur, ou que c'est fondé sur une lubie quelconque ou un caprice. Et ça veut dire que les enfants, quand ils s'adressent aux adultes, partent avec ce déficit de confiance. Ils savent que de toute façon, il va falloir la gagner, la confiance de l'adulte, pour arriver à ce que l'adulte soit capable d'entendre ce qui lui est dit. Le dernier de ma liste, facteur qui freine la parole de l'enfant, et je le répète malgré ça, pour moi, tous les enfants victimes parlent. C'est la confusion, parce que les violences, je pense qu'on n'aura pas le temps de le développer ici, mais Arnaud en a un petit peu parlé, les violences ont de lourdes conséquences psychotraumatiques, ont de lourdes conséquences sur le fonctionnement de la psyché, même sur le fonctionnement corporel, sur le fonctionnement de la personne dans toutes ses dimensions. Et comme le disait un ami commandant de police, redire, c'est revivre, c'est refaire. Les policiers, à une époque, je ne sais pas s'ils savent encore, ils ont encore cet adage, mais redire, c'est revivre, c'est refaire. Ça veut dire que parler, c'est réactiver sa mémoire traumatique. Donc, c'est se retrouver dans un état émotionnel et physiologique extrêmement perturbé, extrêmement difficile à supporter, qui fait qu'en fait, les enfants, chaque fois qu'ils émettent une petite phrase laissant entendre que c'est peut-être pas si simple que ça la vie de tous les jours, ils doivent faire preuve d'un courage énorme et ils vivent intérieurement une tempête proche de celle de la tempête que provoquent les violences chaque fois qu'elles se produisent. Et donc, ils sont dans un état de confusion, ils sont dans un état de dissociation qui parfois même leur vole les mots, c'est-à-dire ils vont dire des choses qui peuvent paraître sans grande signification, ils vont dire des bouts de choses, ils vont dire des petits morceaux de phrases où ils vont faire des allusions très vagues. Je repense à la petite Marina dans son audition à la gendarmerie, où après je ne sais pas combien de temps d'audition, où elle n'a jamais rien dit. Il y a un des gendarmes qui lui dit « Bon, mais alors personne te fait du mal ?» Et elle dit « À part mes parents, non. » Alors que ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il l'a questionnée sur les comportements des parents. Bon, ils ne l'ont pas entendu, hein, comme on le sait. Et ces effets psychotraumatiques ont donc je vais juste éclairer deux effets sur le comportement de l'enfant qui favorisent, quand nous n'y sommes pas attentifs, le fait qu'on ne les entende pas. C'est soit la dissociation, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas d'émotion, un enfant qui a l'air de dire un truc qui n'a aucune espèce d'importance, parce qu'il peut être en même temps en train de jouer, en train de regarder ailleurs, ou en train de faire le pitre. Bon.
Ou au contraire, un enfant, enfin, c'est peut-être déjà ça, en train de faire le pitch, hyper agité, hyper déstructuré, qui parle éventuellement, qui semble parler d'autre chose. Et ces comportements-là, souvent, nous, on a des réactions, toujours, la parole d'un enfant n'a pas beaucoup de valeur, des réactions qui, au lieu d'être des réactions de nous mettre, je dirais, en position de décodage, de se dire, oh là là, c'est bizarre, là, qu'est-ce qui est en train de se passer, trop souvent, la réaction, elle va être de dire, bon, c'est bizarre, il a l'air enfin, il n'a pas l'air spécialement ému, il n'a pas l'air tellement... il n'a pas le comportement qu'on attend d'une victime, il n'est pas triste à ce moment-là, alors qu'il est peut-être à d'autres moments, où il n'est pas bouleversé, donc ça ne doit pas être si grave. Un enfant qui dit qu'on lui fait du mal sans aucune espèce d'émotion, il y a de quoi penser que c'est très, 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 très grave. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Bon, je vois beaucoup de personnes qui acquiescent. Heureusement, entre autres, grâce au travail de Muriel Salmona, beaucoup de ces notions commencent à être très partagées. La difficulté est parfois de les utiliser quand on est face à un enfant. Il y a des fois où, après coup, on se dit « Oh, il a dit un truc, je n'ai pas relevé. » Quand j'y réfléchis, c'est quand même quelque chose qui est un indice préoccupant de ce qu'il peut vivre en ce moment. Je vais repasser la parole à Maude en réinsistant sur ce point-là. Les enfants parlent. Je demande toujours à mes patients, j'ai pas mal de patients adultes qui ont été victimes dans leur enfance, je demande toujours à mes patients si vraiment ils n'ont jamais rien dit à personne. En fait, ils ont toujours dit quelque chose à quelqu'un. Toujours. Toujours. Donc pendant de nombreuses années, j'ai cherché à comprendre pourquoi je n'avais pas parlé, pourquoi j'avais répondu non à ce juge pour enfants. Et du coup, il m'est revenu quand même de multiples souvenirs de moments particuliers où les adultes présents autour de moi ont agi ou réagi de manière à m'imposer ce silence, certains de manière directe, comme mon beau-père, d'autres de manière indirecte, implicite. Je peux vous raconter, voilà, j'ai 9, 10 ans, c'était un soir. Nous étions dans un bar de village, ma mère, mon beau-père, mes frères et sœurs. Il y avait beaucoup de monde. Moi, je suis en hypervigilance car je sais ce qui se passe et je sais ce qui va se passer. Au fond de moi, une petite voix m'alerte sur les signes évidents que ça va mal se passer. Nous sommes venus en voiture, il va nous falloir partir. Mon beau-père est saoul. Je ne sais plus si l'initiative est venue de moi ou de ma mère, mais j'ai tenté une approche. Je lui ai demandé de me donner les clés de la voiture, sous-entendu de laisser conduire ma mère. Je me vois encore user de toutes les stratégies, la gentillesse, la politesse, le s'il te plaît répété maintes fois, la séduction, un câlin, un bisou, car je savais que parfois ça marchait. J'ai vu son regard, c'était raté. Il m'a repoussée avec haine, c'était sûr, ça allait se passer. C'est le refus pour une fois de ma mère de monter dans la voiture qui a démultiplié la violence de mon beau-père. Coups, menaces de mort, insultes. Les patrons du bar ont accepté de nous garder à l'intérieur après être parvenus à le mettre dehors, mais protection accordée à une condition, que ma mère trouve une solution et qu'on vienne nous chercher. Ma mère parvient à trouver de l'aide auprès d'un couple d'amis qui accepte de nous héberger pour la nuit. Ça y est, j'y crois à cette fin de cauchemar. Ma mère s'est montrée forte, elle a dit non, elle a refusé. Je m'endors exténuée mais rassurée. Le lendemain matin, très rapidement, je sens un malaise chez les adultes, comme un flottement dans l'air, un vacillement dans mes jambes. Ma mère nous explique qu'on va y retourner, qu'ils ont discuté au téléphone, qu'il s'est excusé et promis de ne plus jamais recommencer. Je me fissure, je tremble, je m'écroule intérieurement. Pendant un certain temps, je ne peux plus parler. Puis je la supplie. Je lui dis qu'il ment, qu'on sait qu'il va recommencer, qu'il a déjà dit ça.
Mais on y est retourné et ça a recommencé. Je souhaite ajouter que les multiples écoles que nous avons fréquentées, car on a déménagé des dizaines de fois, les médecins qui nous ont auscultés, les voisins qui nous ont entendus, les amis qui ont vu, tous se sont tus. Alors, il y a une autre scène, non? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est par rapport au temps. C'est quand même, oui, voilà, c'est un petit peu perturbant la question du temps, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire déjà sur votre témoignage, parce qu'on a tous les éléments des violences intrafamiliales, où on a l'impression que c'est un enfant de 9 ans qui a la vision la plus lucide de la situation. Ces enfants dont on n'entend pas la parole, c'est eux qui ont la vision la plus lucide de la situation. Et c'est eux qui essayent de faire des choses. C'est vous qui essayez de prendre les clés, la première. Et les patrons du bar, ils ont beau être protecteurs, pourquoi ils n'appellent pas la police? Parce qu'ils demandent quand même à la mère de prendre la responsabilité de tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi ils n'appellent pas la police? Ok, ils font de leur mieux, mais quand même, où est la loi? Et ça me fait enchaîner sur un de mes formateurs, Bernard Lampert, dont le livre que je vous recommande très vivement pour ceux qui ne le connaissent pas est à la librairie, dans la maison de l'Ogre. Il disait, entre autres, nous ne pouvons pas confondre vie privée et loi du silence. Est-ce que ces personnes n'ont pas appelé la police parce qu'ils pensaient que c'était une affaire privée, qu'il fallait qu'il se règle en privé, plutôt qu'une affaire qui relève de la loi? Et curieusement, si vous réfléchissez, souvent ce sont les familles dysfonctionnelles qui n'appliquent pas vraiment ce vieil adage de laver son linge sale en famille. Laver son linge sale en famille, l'idée, ça serait, on ne va pas régler nos problèmes, on ne va pas se disputer devant tout le monde. Et jusque-là, on peut dire qu'il s'agit de pudeur et de vie privée, et jusque-là, on ne peut que souscrire à cet adage. Mais si vous réfléchissez, les scènes de grosses disputes entre guillemets privées auxquelles on assiste, souvent, ne sont pas des scènes de disputes, le plus souvent. Ce sont des scènes de violence. Des parents qui, au supermarché, vont dire des horreurs sur leur enfant qui a cédé à la tentation de prendre des choses dans le présentoir aimablement mis à sa portée de 4 ans et demi. La scène que décrit Maud, des situations de violence conjugale, psychologique en tout cas, qui se passent au dîner très chic et où sans vergogne on a quelqu'un qui va humilier sa compagne. En fait, c'est aussi quelque chose que justement Bernard Lampert avait, sur lequel il avait attiré l'attention. C'est pas par hasard en fait, parce que commettre des violences, fut-elle psychologiques, en public, ça crée un état de sidération sur tout le monde. Évidemment, sidération sur la victime, mais aussi sidération sur les témoins, parce qu'ils sont témoins. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Ils sont censés réagir, mais si la personne le fait en public, c'est peut-être que c'est... Enfin, est-ce que ça veut dire que c'est aussi grave que c'est grave? Et c'est extrêmement puissant, parce que du coup, la victime, elle expérimente que finalement, c'est normal, cette histoire. Finalement, les autres aussi n'y trouvent rien à redire. Les autres aussi pensent que ça peut se passer comme ça. Et ces situations-là participent de ce qui fait que le corps social entier va banaliser les violences et conforter les auteurs
dans leur impunité. Comment dire, allez, on va être sympathique. L'épuisement de notre système judiciaire en fait partie aussi. L'impunité pénale de la plupart, parce que 73% de classement sans suite, ok, je veux bien admettre que ce n'est pas 73% d'affaires qui auraient dû arriver au procès, mais quand on est proche de ces dossiers-là, on sait que c'est une grosse majorité de ces 73% qui auraient dû arriver à une condamnation. Les chiffres de la justice pour ce qui est des fausses allégations, c'est 2% pour les violences sexuelles. Donc dans tous les cas, il y a un problème de calcul quelque part. Donc dans tous les cas, il y a une impunité de fait des auteurs. Et un autre, un autre facteur qui nuit gravement aux victimes, et beaucoup chez nous, professionnels de l'aide, c'est souvent notre propre compassion et notre propre impulsion à aider. Et notre compulsion à aider, elle se dirige trop souvent vers l'auteur. Parce que bien sûr, il donne des signes de souffrance. Donc on se dit, peut-être que si j'arrive à aider l'auteur, je vais arriver à aider la famille et donc je vais aider la victime. Le problème, c'est que pendant qu'on aide l'auteur, on ne protège pas la victime. Et pendant qu'on aide l'auteur, on ne crée pas un contexte où l'enfant pourra parler. Puisque l'enfant, lui, qui aussi pense que, ben oui, l'auteur et puis la mère qui peut-être n'arrive pas encore à trouver des ressources pour protéger ses enfants, c'est eux qui ont besoin d'aide. Ça, l'enfant, il va toujours vous le dire que c'est eux qui ont besoin d'aide. Donc si on commence par chercher à aider les auteurs, pendant ce temps-là, on ne protège pas les enfants et on ne dit pas aux enfants qu'ils peuvent parler. Parce que les enfants, ils parlent toujours, mais ils ne parlent pas de tout, toujours. Ils commencent par lâcher un petit mot, une petite phrase, voir comment on réagit. Et si on réagit bien, ils vous en diront un peu plus. Et puis là encore, il y a un autre mécanisme, toujours lié au psychotraumatisme, c'est qu'ils vous disent ce qu'ils sont capables de vous dire à ce moment-là. Il peut y avoir un énorme iceberg en dessous de l'eau, qui est des choses qui sont amnésiées, des choses qui ne sont pas dissibles et qui ne seront que l'enfant pourra conscientiser que beaucoup plus tard. Donc, avant toute chose, avant d'essayer de traiter même le système familial, il faut protéger l'enfant. Avant même, et pour protéger l'enfant, il faut être capable d'identifier les violences, de nommer les violences. Il faut être capable, avec l'enfant, de donner les termes, y compris juridiques, bien sûr. J'ai parfois l'impression de ne faire que redire ce qu'Eva Thomas a dit, ce que en leur temps les Buttes-Chaumont avaient dit, que Muriel Salmonet a dit, que tout le monde a dit. On est aujourd'hui en 2023, la parole libérée, en même temps la parole, elle est dite depuis tant d'années. Depuis tant d'années. Est-ce qu'il y a encore besoin de répéter ça? De répéter que quand un enfant parle de violence, on commence par protéger, que être privé de ses droits parentaux pendant quelques mois. Alors évidemment, la justice va mal. Alors ça dure très longtemps, les enquêtes. Ça dure très longtemps, même les enquêtes sociales. Et le travail social va mal. Mais être privé de ses droits parentaux, est-ce que c'est plus grave que de continuer à être maltraité parce qu'on n'a pas encore osé mettre l'enfant à l'abri? Du coup, pour conclure, aujourd'hui, je peux enfin répondre à cette petite fille que j'étais. Je peux maintenant lui dire pourquoi elle n'a pas répondu oui à ce juge pour enfants. Aujourd'hui, je peux mettre des mots, des concepts, des théories sur ce vécu. Emprise, violence verbale, physique, psychologique, sexuelle, dénigrement, chantage affectif, menaces, choc post-traumatique,
mémoire traumatique, imprévisibilité, domination, loyauté. Aujourd'hui, je sais pourquoi je n'ai pas parlé, parce que je ne le pouvais pas. Alors désormais, je parle pour moi, pour vous, pour nous, pour eux. Ici, maintenant, en parlant, je pose un acte politique. En faisant le choix d'accompagner des familles vivant dans des systèmes violents, je pose un acte politique. En permettant à ces familles d'apprendre le langage et le fonctionnement de cette violence pour mieux la tenir éloignée, je pose un acte politique. Aujourd'hui, auprès de ces familles et de leurs enfants, c'est moi qui ne pose pas les questions. Merci à vous deux. Y a-t-il des questions dans la salle ? Je ne vois pas de main se lever. Alors, quand on parle de protéger l'enfant plutôt que de travailler avec le système familial, est-ce que ça veut dire qu'il faille systématiquement placer l'enfant ? La question vous est posée, vous pouvez la relire, elle est en face de vous. Alors, bien sûr, la question du placement, c'est pas à vous que j'expliquerai les critères qui mènent à la question du placement. Moi, je parle de protéger l'enfant, mais bien sûr, toute la question va être la nature des faits dévoilés. Bien sûr, ça va dépendre de la gravité des faits dévoilés. Et puis peut-être que dans le contexte, il pourrait se développer un peu plus de pratiques comme on en a mis en place pour les violences conjugales, où c'est les auteurs qui sont sortis du domicile plutôt que les victimes. Je sais qu'en Hollande, alors je ne sais pas si ça existe toujours, parce que j'avais entendu ça il y a quelques années, c'était les mères qui avaient la possibilité, c'était le fonctionnement, dès qu'il y avait un signalement, l'auteur des violences était sorti de la famille le temps de l'évaluation. Mais pour ça, évidemment, il faut se donner les moyens d'une évaluation qui commence pas 4 mois plus tard et qui, voilà. Alors, la question est-elle complète ? Non. Ça ne saurait tarder. Moi, je peux. Oui, bien sûr, oui, vous pouvez compléter. Dans le sens, pour rebondir sur ce que disait Sorna, c'est qu'en effet, pour avoir expérimenté une fois dans le cadre de mes interventions le fait de mettre l'homme violent, lui imposer de partir, de quitter le domicile, puisqu'en fait, dans l'histoire, c'était tout le temps la mère qui partait au 115 avec ses enfants. Et là, pour une fois, on lui a imposé à lui de partir. Il s'est passé d'autres choses après, à partir du moment où c'est lui qui s'est retrouvé dans un hôtel paumé, dans une zone... on a pu travailler un tant soit peu autre chose après. Je ne dis pas que voilà, c'est la réponse, mais en tout cas, ça vient changer un peu la donne. Et en effet, le message qui est envoyé est évidemment pas du tout le même pour les enfants. Bien, 2 autres questions. Comment aider lorsqu'un enfant plutôt... Oh là, lorsqu'un enfant... Alors là, Ah oui, d'accord, oui. Lorsqu'un enfant révèle les violences dont il est victime dans sa famille, mais ne parvient pas à le redire au juge des enfants. Oui, alors ça... Moi, j'ai partagé le fait que quand le juge des enfants m'a posé la question, je crois que c'est en fait avant, en amont, il n'y avait personne en fait qui m'avait nommé que ce que je vivais c'était des violences, que en effet que c'était pas normal, puisque comme Sorna le disait, même si ça se passait sur l'extérieur, voilà, la société elle réagissait pas non plus, donc j'ai pas vraiment compris pourquoi à ce moment-là il y a quelqu'un qui me demande en effet de dire
que ma famille était violente. Donc, peut-être que c'est déjà en amont de pouvoir nommer, voilà, expliquer ce qui est normal, pas normal, bien, pas bien, remettre un peu le curseur là où il faut qu'il soit. Oui, nommer, parce que poser des questions qu'on n'a jamais posées à l'enfant, donner, évidemment qu'il ne peut pas répondre à une question dont à la limite il ne comprend même pas les concepts, puisque justement le système fait en sorte qu'il ne puisse pas nommer ce qu'il vit. C'est un peu une raison pour laquelle on a fait ce petit livret à destination des enfants, avec Muriel Salmona, enfin c'est Muriel Salmona d'abord, et moi et Claude Ponty qui a offert ces dessins. Mais sinon, comment dire, dans la question, il y a un mot aussi important, c'est redire. Les procédures pénales, normalement, doivent éviter aux enfants de redire. Vous savez sans doute tous que ça ne marche pas très bien, que c'est... Enfin bon, passons. Dans les procédures, si j'ose dire, sociales, ce n'est pas des procédures, mais bon, pareil, pourquoi est-ce que les enfants doivent passer leur temps à redire ? Pourquoi est-ce que... comment dire, peut-être qu'il faut davantage réfléchir à la façon dont on prend note, on prend note des propos de l'enfant, et en particulier, moi j'ai un combat personnel, parce que je travaille pas mal en protection d'enfants, c'est les rapports. Quand on doit parler de rapports d'AEMO ou de rapports d'IOE, enfin ça s'appelle plus comme ça, mais bon, peu importe, de MIJ, mettons les mots. Dire qu'il y a de la violence, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est de la violence physique? Est-ce que c'est de la violence psychologique? Est-ce que c'est de la violence sexuelle? Dire que monsieur est sévère et a la main leste, ça ne veut rien dire. Il faut dire s'il y a des gifles, s'il y a des fessées, s'il y a des coups, s'il y a des coups de ceinture, s'il y a des s'il y a des fils électriques, des câbles d'iPhone, c'est la modernité. Il faut dire exactement les mots de l'enfant et les descriptions de l'enfant. Sinon, on ne sait plus jamais de quoi on parle. Et en plus, on va redemander à l'enfant de s'exprimer. Et à l'enfant, ça lui donne aussi l'impression qu'on ne l'a pas entendu, puisqu'il faut encore le répéter. Une toute dernière question. Comment protéger l'enfant le temps de l'enquête lorsqu'il est laissé au sein de sa famille, faute de moyens suffisants ? Eh bien, je vais faire le lien avec ce qui va être dit dans les prochains jours. Je pense que ça, c'est vraiment toutes les questions qui nous traversent tous au quotidien, malheureusement. La question de l'affiliation, de la confiance, d'être disponible. C'est peut-être les seuls outils sur lesquels, là, il n'y a pas une question de moyens, quoi. On est maître de ça. Bon, moi, ma réponse, elle est désespérée. Moi, je pense que si on n'a pas les moyens et qu'on laisse l'enfant le temps de l'enquête dans sa famille, on ne le protège pas, c'est tout. La vérité, c'est qu'on ne le protège pas.